On peut démarrer. Donc, le CIRFAS et le CIRTES, last but not least, vous avez la parole. Donc, bonjour à tous, moi je suis Perrine Brocorn du CIRTES. Alors mon binôme académique, Martin Wagner, malheureusement a dû se faire opérer en dernière minute, donc il ne sait pas venir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on a choisi, puisque j'étais toute seule du CIRTES, à faire une présentation un peu dynamique. Donc on a fait un PowerPoint pour nous tous ensemble. Et donc ce que je voulais dire, c'était que donc, je vais présenter le projet du CIRFAS. Alors il y avait deux projets, le projet de Giacomo et le projet de Christina. Mais finalement, donc, on s'est arrêté sur le projet de Giacomo, qui est le projet Lima. Et l'idée, là, c'est de vous montrer en quoi ce projet Lima est représentatif de ce que fait le CIRFAS. Donc le projet Lima porte sur la question des migrations. Alors il y a le titre là sur le PowerPoint, hein, l'aspiration personnelle des migrants et le processus d'adaptation. Et donc l'idée c'est comment le cadre légal, le cadre juridique impacte, influence sur l'autonomie, la capacité d'action des migrants. Donc c'est un projet ARC 2015-2020 et qui est un projet interdisciplinaire avec des sociologues du CIRFAS, en tandem, si j'ai bien compris, assez forte avec des juristes aussi de l'UIC Louvain, je pense que c'est le centre EDEM, et les démographes, eux, qui viennent plus, qui sont moins dans la collaboration, qui viennent plus en support. Donc vraiment une articulation, ça touche un peu à ce qu'on disait tout à l'heure aussi, entre sociologues et juristes, une collaboration entre les deux. Alors les objectifs de cette recherche, ils sont doubles. Donc d'un côté, c'est étudier, comme on comprend le titre, l'influence finalement du cadre juridique belge et européen en matière migratoire sur l'autonomie, la capacité d'action des migrants dans le cadre de leur parcours professionnel et familial, donc pas que familial mais aussi professionnel. Autrement dit, comment le cadre juridique, les normes juridiques façonnent le parcours des migrants dans cette sphère-là. Donc ça, c'est le côté plutôt top-down. Et alors, il y a la question plus bottom-up, c'est de dire, tiens, comment les migrants, finalement, s'adaptent à ce cadre normatif légaux, les stratégies qu'ils mettent en œuvre pour s'approprier, pour détourner ces cadres normatifs, comment les obstacles qu'ils rencontrent, comment ce cadre est finalement ce cadre légal sont des ressources potentielles pour eux, pour essayer de mener leur vie, leur projet professionnel et familial comme ils l'entendent. Donc vous l'avez compris, c'est une articulation assez intéressante et tout à fait classique, le questionnement classique en sociologie, où ça vise à confronter finalement l'environnement normatif avec la question de l'agency, hein, on traduit en français autonomie, empowerment, capacité d'action, des migrants. Donc ça c'est et donc il qualifie de cette approche de socio-légale, hein, vous comprenez pourquoi, avec des perspectives méthodologiques, comme je viens de le dire, tout à fait complémentaires et pertinentes, une approche top-down, où là c'est le regard des juristes, et ça fait écho à la recherche de tout à l'heure, où là il y a une analyse de textes juridiques en matière de migration sur les questions de droit, les textes qui régulent l'entrée dans le pays, les textes qui régulent le marché du travail, la sphère familiale, donc des migrants, et des interviews d'experts, je pense que ce sont des juristes là dans ce cadre-là qui sont interviewés. Ça c'est plutôt donc le centre de droit qui fait ça. Et alors l'approche bottom-up, ça c'est plutôt les démographes et les sociologues du CIRFAS, les méthodologies quantitatives, je m'apaisanterai moins là-dessus parce que c'était les démographes qui travaillaient là-dessus et j'ai moins de détails, mais donc le CIRFAS, c'est des méthodologies qualitatives de type longitudinal, notamment il est prévu, ou c'est en cours, des entretiens de type récit de vie, hein, avec des migrants, et à plusieurs reprises, donc il y a des salves d'entretien, je crois 3 fois vous êtes censé les voir, et aussi des observations participantes, mais voilà, je laisserai Giacomo peut-être détailler ça. Alors, l'inscription de ce projet dans le CIRFAS, finalement, il fait tout à fait écho aux axes du CIRFAS, puisque le CIRFAS a 2 grands axes à l'intérieur duquel il y a encore des thématiques particulières. Alors, le premier axe, c'est âge, cycle
Et parcours de vie, là évidemment parcours de vie, notamment le CIRFAS travaille la question des parcours professionnels et les parcours familiaux et liens sociaux à l'épreuve donc de la mobilité géographique, donc de la migration, donc ça s'intègre évidemment bien dans cet axe-là. Et au niveau de l'axe des normes morales et modèles familiaux, bien là évidemment ce projet questionne évidemment comment les normes se recomposent au moment où les normes d'un pays se recomposent au moment où elles rencontrent des groupes sociaux migrants là dans ce cadre-là. Donc c'est vraiment bien en lien avec les axes du CIRFAS. Voilà, alors quelques mots d'introduction sur le CIRTES, donc, qui est le Centre interdisciplinaire de recherche, travail, État et société. J'ai mis en avant quelques petits objectifs qui m'ont semblé représentatifs de votre travail, mais il y en a sûrement bien d'autres. Donc d'abord, c'est de croiser au maximum l'interdisciplinarité et le travail collaboratif au sein du centre même et entre les chercheurs. C'est aussi de faire des recherches en lien et avec les acteurs de terrain, dans une volonté de co-construction des savoirs. Et c'est également mener des recherches commanditées par des organes institutionnels en vue d'aider à la décision publique et politique. Et donc Martin mettait bien en évidence que souvent les chercheurs du CIRTES avaient la double casquette de chercheurs et d'experts. Maintenant, je vais vous présenter le projet Idéalique, donc, qui est le projet sur lequel Perrine travaille, et qui porte sur les incidences de la transition numérique sur l'autonomie et la capacité d'action des individus dans les divers domaines de la vie sociale, et ce, en vue de proposer des politiques et des initiatives en matière d'inclusion numérique. En effet, on remarque actuellement qu'un des grands enjeux du projet est comment faire face à la digitalisation accrue de la société quand on voit qu'elle peut mener ou qu'elle mène à une reconfiguration des formes de précarité. Donc pour ce faire, le projet se décline en 3 objectifs complémentaires qui vont articuler différents niveaux d'analyse et qui sont basés sur une démarche méthodologique interdisciplinaire. Donc à un premier niveau, on a le niveau micro, donc c'est la perspective usagée, qui vise à faire une analyse empirique qualitative des expériences d'usage auprès de 90 individus situés à différentes phases de leur étape et de leur parcours de vie. Donc il s'agit ici de saisir les logiques d'appropriation sociale des technologies et les conditions de capacitisation ou d'incapacitisation des usagers par le biais de leurs pratiques numériques. À un deuxième niveau, plus maison, on a la perspective institutionnelle, donc qui vise à examiner la construction de l'offre numérique de services publics et ou privés, donc plutôt d'intérêt général, à travers 3 études de cas menées auprès d'offreurs de services liés à la vie administrative, à la mobilité et à la santé. Il s'agit ici de saisir le processus de mise en technologie de projets politiques et institutionnels pour mieux cerner justement ces conceptions d'inclusion numérique sous-jacentes au processus de digitalisation des services. Et enfin, à un niveau plus macro, on a une perspective politique qui vise à réaliser un inventaire critique des stratégies d'inclusion numérique en Belgique, à la fois au niveau des mesures politiques, de leur mise en œuvre et de leur évaluation, pour formuler des recommandations afin d'avoir une politique plus cohérente en la matière, aussi bien au niveau local, régional que, là j'ai mis international, mais je ne sais pas si je me lance un peu plutôt national. Ouais, alors, le projet idéalistique s'inscrit dans 2 des 5 axes du CIRTES. Ici, ça concerne celui de l'identité, égalité et inclusion et celui sur les politiques sociales. Donc, en réfléchissant à ce à quoi le CIRFAS pouvait intervenir ou amener son expérience de recherche dans cette recherche, ce serait à un niveau de cible de la population. Donc on voit ici que les jeunes sont absents, donc par jeunes j'entends les moins de 18 ans. En effet, c'est important de comprendre que ceux qu'on appelle les digital natives, qui est un terme un peu remis en question aujourd'hui, donc comprendre que contrairement aux idées reçues, leurs compétences ne vont pas de soi en fait. Des études ont montré que ces compétences sont plutôt d'ordre communicationnel, relationnel, voire ludique, mais pas spécialement technique ni vraiment très spécifique.
Donc ce serait intéressant de pouvoir ressaisir le sens que ces usagers plus jeunes donnent à leurs pratiques et les repositionner dans un contexte familial pour prendre en compte la diversité et la nature des répertoires d'usage que construisent les jeunes, afin, à mon sens, de mieux problématiser ces questions d'exclusion numérique qui peuvent en soi prendre forme dès le plus jeune âge. Voilà. Après cette première partie en français, je passe à l'anglais. Interdisciplinarité et interlinguisme. Okay, so 2 things before starting, just to specify, and that's probably because of this translation language flow. Demo is equally, so we all 3 of center participate, and the project is from Laura, so I love to work with. But okay, so since the first basically 20 minutes we met, we understand that we could already. So we had already some ideas of possible concrete collaboration. And in particular, from a CIRFAS perspective, we wanted to exploit one characteristic, especially of CIRTES, which is the way they interact with the institutional actor, for what I understood, mainly public administration, and the civil society. And that characteristic, it's particularly relevant for us, or for what came to our mind with respect to 2 main projects. The first one is a conference and workshop which we are thinking to organize for the end of next year or early beginning of 2020, and which of course generate partly from this this discussion that we have because of the Lima project or because of other particular research interest of people working at CIRFAS, on migration, of course. So we had this kind of many discussion, and at the end of the day we discovered that there is something quite interesting to look at from a CIRFAS perspective, which is to look at current populism, anti-migrant populism in Europe from a sexuality, a family perspective. Why this? The main reason why we thought it is interesting, because we found that if most populisms agree on this on being anti-migrant, they might agree on being anti-elite. They don't agree on the way they see a family, on the way they project sexuality. In fact, you have a more, if you want, conservative or traditional view. I can make the example of Italy, where the government, at the same time, when it promotes anti-migrant policies, it also wants to promote, one could say, homophobic policies also, and certainly is looking at a more traditional perspective on family, whether, for example, let's say the Dutch example, to do not touch anyone's sensitivity. The PVV, for example, promotes a very progressive vision of family life and society, and in fact constructed the migrant as a danger for that. So we found it is interesting to organize this conference, and then we thought, okay, but we don't want, given the kind of subject that we deal with, we don't want to limit ourselves to the academic environment where we kind of preach to already converted people, and we wanted to expand. And of course, being that something relevant with politics and policing, we thought, okay, that's maybe interesting to involve also stakeholders from the field work, from the field, and mainly from also the public administration, which mediate, in fact, populist policies and on the ground. So at the first level, we thought, okay, one way to spot relevant or potential speakers for the conference is to in fact interact with CIRTES and see whether coming from their own fieldworks there might be some interesting person or speaker. But also we wanted to couple this conference with a workshop where we kind of understand this role of academia as also as a actor of social transformation. Okay, so we want also to counter to a certain extent, to think about possible strategies to counter this populist move of politics, of the political environment we live in,
And of course, again, CIRTES has a certain amount of expertise in communicating with the sphere of policymaking. So, or somehow in translating academic data into something that is valid for the public, also the general public. So that we thought, okay, in building this workshop where we want to discuss strategies to increase the impact of academic work, we thought again a member of CIRTES itself can, and obviously we will benefit from having their own insights. And then their own insight and their own experiences in terms of participating to the workshop and so on. So, and then we go to the second level, which is the Lima project, which was described before. Again, here there is part of the research, probably part of the research I mainly want to do, and I'm partly doing, is to conduct observations, and which, okay, can be partly defined as ethnographic. Maybe the timing is not enough. So participant party observation, where I already did some of these in the family tribunal, but the idea will be to basically enter to investigate this meso level that you mentioned before by basically attending or being present in public offices, or mainly municipalities. I was thinking where many of the bureaucratic steps which are very relevant for migrants' everyday life in Belgium takes place. There is, okay, we observe that there is an increasing amount of decision which move away from the legal system and enter the administration system. So once again, and in fact I'm already implementing this with Martin, the idea is to again gain access to these very offices through again exploiting or using or exchanging ideas and contacts from CIRTES. Well. Donc, quelles seraient les complémentarités du CIRFAS par rapport au CIRTES? Donc, nous, on travaille plus sur une approche qui est centrée sur les pratiques, les expériences et les vécus quotidiens des individus, notamment en prenant en compte leur processus d'appropriation, leur agentivité ou encore leur pratique de micro-résistance. La spécificité du CIRFAS, c'est vraiment de saisir les innovations et les transformations sociales à partir des nouvelles manières de faire famille et la façon dont les individus entretiennent leurs liens sociaux et les diverses solidarités dans leur réalité sociale et familiale. Donc, au niveau des méthodes, on a des méthodes qui sont participatives et inclusives, donc telles que le focus group, la photolicitation ou des jeux de plateau quand on travaille avec des enfants. On fait essentiellement une sociologie qualitative et longitudinale, et alors on a aussi des méthodes dites plus classiques telles que le récit de vie, l'ethnographie ou encore des enquêtes de terrain. Alors, c'est vrai que nous aussi, on travaille fort dans ce sens-là, par rapport à ce que Christina vient de dire, mais donc on a essayé quand même de réfléchir aux complémentarités cette fois-ci du CIRTES par rapport à la recherche du CIRFAS, d'abord sur le plan analytique et puis l'autre slide sera sur le plan méthodologique, sachant que les deux centres travaillent déjà, il y a toute une série de choses qui font déjà de manière relativement analogue, quoique il y a encore des petites différences, mais bon. Et donc, un premier rapport, quand même, je pense, du CIRTES, même si j'ai bien compris, la dimension est présente quand même dans la recherche Lima actuelle, mais c'est étudier l'impact donc des contraintes et des opportunités des règles juridiques sur le parcours professionnel, en particulier professionnel, puisque le CIRTES travaille beaucoup sur la question des parcours professionnels, mais sous le prisme, puisque c'est un angle fondamental au CIRTES, sous le prisme des inégalités, des rapports sociaux, des rapports sociaux de domination. Alors le CIRTES travaille beaucoup sur les questions d'inégalité de genre, hein, avec Florence notamment qui est dans la salle, mais donc d'étendre ça, parce que le CIRTES essaye aussi de s'emparer de la question de l'approche intersectionnelle, et donc étudier ces questions sur le prisme des inégalités de genre, d'âge, de statut social, voire d'origine ethnique. L'année passée, au CIRTES, en mai, on a organisé un séminaire résidentiel sur cette approche intersectionnelle. Donc je crois que c'est une volonté du CIRTES d'approfondir ces questions, pas seulement d'inégalité de genre, mais aussi des autres types, l'articulation avec les autres types d'inégalités. Ça, c'est un premier rapport, je pense, du CIRTES, même si je pense vraiment que Lima questionne ces inégalités
une partie de ces inégalités. L'autre apport, ça c'est plus par rapport à ma propre recherche, sur la question de la numérisation accrue de l'ensemble des services publics aujourd'hui, hein, et donc étudier l'impact finalement de cette numérisation, notamment en ce qui concerne les démarches administratives dans le projet LIMA qui sont en lien avec le parcours d'intégration, hein, sur l'émergence ou le renforcement d'inégalités, hein, et se posent de plus en plus des questions d'inégalité dans l'accès aux droits. Nous, on travaille dans le cadre du projet Idéalix, c'est l'inégalité dans l'accès aux droits des personnes plus défavorisées, qui sont généralement belges, mais là, ce serait dans l'inégalité dans l'accès aux droits des personnes migrantes, puisqu'à partir du moment où tout passe en ligne et qu'il n'y a quasiment plus d'alternatives papier ou d'alternatives orales, eh bien, il y a des questions réelles d'inégalité d'accès aux droits qui se posent pour les personnes qui ne savent pas bien utiliser ces technologies, et elles sont loin d'être minoritaires encore aujourd'hui. Et voilà, donc ça c'était une question importante. Et donc d'introduire la dimension méso, mais Giacomo l'a déjà dit en amont, mais c'est vrai que je ne l'avais pas encore dit. Donc ce qui me semblait quand j'ai lu le projet LIMA, c'est qu'il y avait une approche top-down, hein, plutôt approche du droit positif, et puis il y avait, c'est en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, l'approche bottom-up, hein, par rapport au parcours des migrants, comment ils vivaient ce droit positif. Eh bien il manquait, mais maintenant Giacomo a un peu rajouté, pense quand même que c'est une dimension qui va creuser, cette dimension méso, finalement, qui analyse l'influence des pratiques, des professionnels, des administrations ou des services de première ligne qui sont en charge de la mise en œuvre de ces normes légales sur l'autonomie, la capacité d'action des migrants. Donc là, pour rejoindre ce que disait tout à l'heure Jean Demeunk, où il y a cette vision du droit positif, et puis analyser le droit en acte, comment ces professionnels, finalement, peut-être détournent certaines règles ou renforcent certaines règles. Voilà, et je termine avec la méthodologie. Donc, le CIRTES, l'ADN du CIRTES, c'est la manière de faire de la recherche. Notamment, c'est surtout, il y a plusieurs ingrédients dans la manière de faire de la recherche au CIRTES. J'en ai retenu deux, qui est vraiment l'ADN du CIRTES. C'est le développement de la recherche en lien avec les acteurs institutionnels et de terrain. Donc il y a beaucoup d'expertise dans notre centre sur des recherches de type action, des recherches de type partenarial. Maintenant, c'est très à la mode avec un parrain de recherche de type institutionnel. Donc dans une perspective de production de connaissances sur base... vous connaissez sûrement théoriquement, sur base de croisement des savoirs, ces dimensions de co-analyse. Je pense que le CIRTES peut apporter, même s'il y a quand même cette volonté-là dans l'IMA, peut quand même apporter cette expertise-là. Et donc notamment, le CIRTES a de l'expérience sur des études de cas, dans des administrations, des services de première ligne pour l'IMA, qui seraient en charge de la question migratoire. Mais le CIRTES a fait des études de cas, mais qu'ils ont imaginées en collaboration vraiment avec les acteurs institutionnels et de terrain. Et donc ça pose toutes des questions, cette articulation avec les acteurs de terrain pose toutes des questions d'ordre méthodologique. Ça demande des aménagements méthodologiques importants qui demandent de l'expertise. Alors, je crois que je vais m'arrêter là, mais c'est une expertise. Je voudrais quand même juste dire que ces aménagements méthodologiques pour travailler vraiment de concert avec les acteurs de terrain, ça demande surtout un équilibre délicat à trouver, qui est, je pense, une réelle expertise entre la posture du chercheur et de l'expert, dans lequel, moi, personnellement, je me trouve réellement, et aussi l'itération permanente que ça demande à chaque étape de la recherche entre les acteurs de terrain et les chercheurs. C'est vraiment des expertises, je pense, que le CIRTES a développé et continue à développer. Et alors, un dernier point important, c'est l'importance du volet de valorisation. Donc le CIRTES, comme il fait beaucoup de recherche-action, et notamment dans ma propre recherche, c'est beaucoup de recherche aussi contractuelle, d'aide à la décision publique, et donc ils sont axés sur les enjeux politiques et sociaux actuels. Et donc ça pourrait aussi être une complémentarité à apporter aux surfaces. Mais on n'est pas les seuls à faire ça non plus, il ne faut pas exagérer. Voilà. Voilà, je sais pas, peut-être entre vous, si vous avez déjà envie de réagir par rapport à comment on a fait depuis ce matin, si vous avez envie de réagir, là il y a un appel du pied du CIRTES, semble-t-il, ça va dans les deux sens, et puis ensuite on ouvre la discussion comme on l'a fait depuis ce matin.
On a quand même pas mal travaillé ensemble, c'est ça qui était intéressant, on a beaucoup échangé. Et, donc non, je ne sais pas si on a des questions en ce moment. Non. On voit plutôt des collaborations, mais surtout, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de points communs. Donc là, l'idée, c'était de dégager un peu les spécificités de chaque centre par rapport à l'autre. Donc on a pensé juste, on n'a pas fait comme la présentation avant, donc on a pensé juste les collaborations entre les deux centres, c'est comme ça qu'on les avait compris. Mais c'est évident qu'il y a énormément de points de convergence entre les centres. Et je pense qu'il y a déjà eu entre Laura et Florence des recherches communes voilà, sur la question migratoire et sous le prisme de la problématique du care notamment. Alors, est-ce qu'il y en a qui veulent réagir? Est-ce que, je sais pas, Laura et Florence, si vous avez été interpellés, est-ce que vous voulez réagir? S'il y en a d'autres qui veulent, je me mets là parce qu'il y a un petit peu, qui veulent entrer dans la discussion comme depuis ce matin? Moi j'avais une question. Vas-y, je t'en prie, Jérémy. Je vais encore obligé parce que j'ai vraiment mal au genou. Je suis excusé. Je suis désolé. Non, c'était par rapport à la recherche sur l'aspect, on va dire, de la manière dont les migrants, dans leur parcours migratoire, contournent ce cadre législatif qui leur est imposé. Est-ce que vous avez des exemples? Voilà, ça m'intéresse. Oui, on n'a pas de résultats de recherche. Oui, voilà. C'est ça qui fait peur à Théo Franken, par exemple. Ça, c'est juste, viens ici pour continuer. Allez, vas-y, viens, parce qu'à défaut d'avoir Jérémy. Tu réponds, Giacomo, viens ici, voilà, donc la question des migrants, des exemples. Et puis I guess one important factor it's the three groups which have been selected, which are Congolese national, Indian national, and US nationals living here. Okay, some of the first finding is, of course, that one status precisely illegality, at least in the sample that's in the amount of people interviewed, which is already about almost 50%. It's that illegality is distributed quite equally among the groups, and particularly US citizens also experience that very often. What also we notice, and maybe here I'm personalizing a little bit the part that I notice more, but is that illegality, which implies precariousness, is experienced in very different way depending on the groups you come from, which is an outcome of going back to the administrative level in terms of what we get as account from the migrants who experience let's say the municipal office or so on, is that the treatment is quite different in terms of proactively providing informations or not. That's one of the way. Very often we see, but of course we also, I guess there is also an element of self-victimization, or on the other of sort of, I don't know how to describe, hyperactivism in terms of the way you approach, again, a public office, or you feel entitled to pretend a certain bureaucratic aspect to be gone through. What I noticed for the aspect which I'm researching particularly, which has to do with family life, in particular divorce, is that law legal requirement enters couple life very heavily, I would say. They tend, with respect, for example, to divorce. That's again, I'm speaking more on terms of perception, because I didn't gather enough data by myself on this. Is that legal constraints tend to push people not to divorce, for example, depending on. So yeah, this is what comes to my mind now, but there is certainly way more. Please. Thank you. Oui, moi oui. Oui, français. Merci. Oui. Lorsque je vous écoute, je pense à une actualité brûlante, qui est le pacte migratoire des Nations Unies, et l'argument évoqué par ceux qui refusent de ratifier
est celui de dire qu'il va constituer une ressource pour les migrants. Et j'ai vu cet aspect-là dans votre travail. Et alors, ma question est celle de savoir, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, gérer la question migratoire consiste uniquement à ne pas être répressif et à ne pas donner certaines ressources aux migrants aussi? C'est ce qui bloque finalement. La NBA dit que ça va être une ressource pour les migrants, ils vont s'adosser dessus pour peut-être tenter des procès, défendre. Alors, que pensez-vous de ça? Cette politique migratoire qui va uniquement dans la répression et non dans la construction des ressources aussi pour les migrants. La politique fait son entrée. C'est une bonne question, juste pour moi. Non, je pense que... I think that politics is going to repressive, or you have this framework which is quite popular, which is securitization, so everything is becoming security issue and so on. I have the feeling that certain political forces, and this takes back to the populist project, were thinking like the one you kind of mentioned, but their own, one of the tactics is actually not to solve the problem, so to keep the problem as more as possible. So the idea is it's a little bit to project this kind of very heavy fortress, if you want, but not necessarily implementing it. And while at the same time, because then I don't go in detail, but it's materially eventually even impossible to implement. But while at the same time keeping very visible the issue on the media. So I have also example of more from Italian politics, for example, on this, which is there is a lot of concern about the arrival of refugees and so on, a lot of discussion on reception. 3 models of reception, one which works, clearly all indicators show that it works in terms of reducing conflictuality and so on, and it's the one which is being eliminated immediately from the new government. So again, I guess the idea, I don't know if I reply to your answer, is to make the problem the more visible as possible without any time. So every solution which is found must be dismantled in a way. So. Je ne sais pas. Oui, j'ai une partie de ma réponse. Une partie faire appel à Jean, parce que lorsque l'ONU publie ou alors propose ce pacte migratoire, ça fait partie de quel type de normes? C'est au niveau national? C'est au niveau... Est-ce qu'un État peut réfuter? Est-ce qu'un État est obligé de le signer? Est-ce que je ne sais pas? C'est de la soft law internationale. C'est-à-dire c'est du droit non contraignant. Ça a été l'argument. Si tu veux répondre, il faut je suis le... Enfin, c'est du droit non contraignant. C'est d'ailleurs l'argument qui a été avancé pour justement la signature. Mais alors, il y a une discussion sur la nature, sur quand même la portée exacte d'un droit non contraignant. Et justement, une des évolutions juridiques aujourd'hui, dans tous les domaines du droit d'ailleurs, c'est que la soft law devient de plus en plus importante parce qu'elle fournit effectivement des ressources de consensus. Donc des ressources qui, par des mécanismes d'adhésion volontaire, peuvent devenir contraignantes. Ce n'est pas du top-down, mais ça devient contraignant par adhésion volontaire. Et c'est ça que, évidemment, qui crée l'ambiguïté de ce pacte, c'est pas contraignant et ça peut le devenir. Si tout le monde s'en sert. Voilà. Je suis désolé de répondre de manière ambiguë, mais c'est la nature même du droit global soft, comme tel. Et donc, voilà, on en est là, et c'est typiquement la question que nous posons concernant les droits humains, par exemple, et y compris l'intérêt de l'enfant. L'intérêt de l'enfant, ça ne veut rien dire. Strictement rien dire. Sauf que, en situation, c'est un guide pour construire du consensus. En fait, on s'accorde pour donner un privilège à l'intérêt de l'enfant. C'est donc un principe et pas une norme. Si on admet de faire la distinction principale. Yeah, I just got into my mind another example which is similar and also has to do search and rescue operation at sea, south of Italy,
regulated by international law. There are very kind of defined in the law of the sea. And then a state introduces a code of conduct. So again, I don't know what is a code of conduct. I guess legally it's something similar to soft law, right? Exactly. And then that gives legitimize a discourse from politics or legitimize an action which is, we don't know, gray legal instrument. Bon, that's what I do add on this. Je ne sais pas si Perrine ou Christina, vous voulez réagir par rapport à ce que vous avez dit? Perrine. Non, c'est pas du tout notre sujet de projet. Alors, est-ce qu'il y a des questions, réactions supplémentaires, propositions? C'est difficile, c'est la fin de la journée. Pour tout le monde. Je me pose toujours la question sur la mise en visibilité, en lumière des stratégies des migrants pour contourner ou se débrouiller avec le cadre législatif. Je me pose toujours la question, parce qu'on me l'a posé à moi par rapport à une propre recherche que j'avais fait, du danger de cette mise en lumière. Voilà. Pour ma part, par exemple, il se trouve qu'il y a un terrain que j'ai fait dans le cadre d'une recherche, où je suis tombé, que j'ai travaillé avec un groupe, que sur des anciens dealers de cocaïne, proxénètes, des arnaqueurs, etc., qui racontaient ça, et la recherche était vraiment riche et géniale, puisque c'est des gens qui avaient dépassé en plus, voilà, pour finalement trouver leur place ici. Ils avaient dû passer par là, parce que l'accueil n'était pas très hospitalier, et c'est insortable, voilà. Parce que on prend un extrait sorti de son contexte, ou 200 extraits sortis de leur contexte, écrit comme ça, et voilà. En tout cas, c'est très compliqué. Donc, je me pose la question de savoir si vous vous interrogez là-dessus, sur voilà, la question de la mise en lumière de ces stratégies. Clearly, there are all anonymization strategies in place, but of course, it's a concern, I guess. I don't know if. Peut-être un. Laura, tu veux te répondre? Donc effectivement, c'est une préoccupation très importante et c'est vrai que quelque part, l'avantage dans le projet, c'est cette collaboration avec les juristes, parce que dans les recommandations qu'on peut émettre, on peut émettre des recommandations aussi par rapport aux manières de faire évoluer la norme. Et donc on peut s'appuyer sur ces stratégies, peut-être pas en les explicitant ou en les rendant publiques, en particulier pour certaines qui sont très problématiques. Mais par contre, on peut se baser dessus avec la collaboration des juristes pour essayer d'imaginer une manière de faire des recommandations au niveau juridique. Et je voudrais donner un autre exemple aussi, parce qu'il n'y a pas uniquement... Les questions migratoires sont tellement sensibles que ce n'est pas uniquement une difficulté par rapport au fait d'identifier des stratégies qui peuvent jouer avec la loi. Nous, on a rencontré des personnes, par exemple, qui se séparent d'une personne avec qui ils vivent, et donc leur titre de séjour dépend du fait de vivre avec cette personne, mais qui reste domicilié chez elle. Et donc on a un Américain, par exemple, qui a dormi 4 mois dans un parc, parce qu'il était séparé de l'Allemande, et le visa dépendait du fait de vivre, de co-résider avec cette personne. Mais la question est tellement sensible que ça se porte aussi sur d'autres niveaux. Donc on a fait une autre recherche, aussi avec les juristes de l'EDEM, avec Sylvie Sarolea, qui était commanditée par le HCR, sur la qualité de l'aide juridique qui est apportée aux réfugiés qui débarquent en Belgique. Et donc on a interrogé des réfugiés, mais on a aussi interrogé des avocats et les avocats et des assistants sociaux. Et le discours est très critique, notamment à l'égard de l'Office des étrangers. Et donc aujourd'hui se pose la question de la publication de nos résultats. Et le HCR ne souhaite pas publier les résultats de manière extensive, ou en tout cas pas qu'on associe leur nom aux résultats. Donc il y a toute une négociation parce qu'eux doivent interagir au quotidien avec l'Office des étrangers et n'ont pas envie de les fâcher. Voilà, donc on produit des résultats pour un office qui peut-être va les utiliser, mais qui en tout cas fait blocage par rapport au fait qu'on dissémine ces résultats et qu'on en fasse quelque chose. C'est pas uniquement par rapport aux pratiques des individus, c'est aussi par rapport aux pratiques des professionnels. Oui, bien sûr. Alors, allez, bien, je t'en prie.
C'était simplement pour un petit partage d'expérience, parce que la question soulevée rappelle ce qu'on vit très souvent au CISMOC en travaillant sur l'islam, à savoir travailler dans un contexte où les questions, les objets autour desquels on travaille sont l'objet d'une grande conflictualité sociale et où, peu importe ce qu'on dit, on va être instrumentalisé de part et d'autre. Et c'est vraiment un espace, un questionnement éthique permanent. Et heureusement qu'on est une équipe quand même assez soudée, et je trouve que là, le collectif aide à ne pas se sentir isolé en tant que, dans la pratique de recherche. Et pour le coup, je pense que IACOS a aussi un rôle à jouer là-dessus. Donc c'était juste pour sortir de la question migratoire en tant que telle, pour dire que dans tous nos centres, c'est vraiment important d'avoir un espace où se poser ces questions, ces questionnements éthiques, et ne pas être en premier au contact direct avec les médias, les institutions, les acteurs de terrain, etc. Voilà, il y aurait plein d'exemples, mais en tout cas, la question éthique est vraiment cruciale sur ces objets d'actualité très chauds. Juste pour dire ça. Réaction. Est-ce qu'il y en a qui souhaiteraient ajouter quelque chose? N'hésitez pas. Et peut-être juste, ça m'a donné l'idée de travailler avec des juristes à l'avenir, ça pourrait être une bonne pratique. Mais Lionel l'a mentionné ce matin, on a consulté des juristes pour notre dernière publication. Et tant qu'on reste dans le cadre juridique, d'état de droit, on peut encore savoir à quoi s'en référer, mais moi personnellement, dans mon travail sur l'Algérie en ce moment, il y a des élections l'année prochaine, et cet article que j'ai publié, je ne sais pas dans quelle mesure est-ce que j'ai envie d'en faire la promotion ou pas, et dans quelle mesure ça risque pas de compromettre un futur accès. Et donc il y a encore travaillé sur d'autres contextes où le régime même est fluctuant, changeant, et enfin voilà, ça peut être encore plus instable. Lionel, tu veux réagir? Oui, j'avais quelque chose à dire tantôt, mais ça m'échappe maintenant. Je vais essayer de le retrouver, celui-là, ça va mettre une pression. C'est bon, je vais le faire par étapes, du coup ça va être confus. Oui, j'ai été voir alors une présentation d'un sociologue à Namur qui parlait de la démocratie des oubliés par les oubliants. Donc je dis ça sous le contrôle du CRIDIS, sur la question démocratique. Et en fait, il y a une question concernant Internet qui revient tout le temps. Enfin, c'est un débat concernant le numérique en général, c'est la question démocratique sur Internet qui confronte un oui, c'est absolument une nouvelle démocratie, ou c'est la démocratie, ou un non absolu, genre ce n'est pas du tout. Et en fait, avec du coup toi et ces perspectives de qui sont exclus du numérique, c'est un peu comme la démocratie des oubliés par les oubliants, c'est-à-dire c'est le nombre noir des gens qui ne participent même pas à un artefact démocratique, le système de vote. Et non seulement les jeunes et ceux qui n'ont pas le droit de vote, mais aussi ceux qui ont Alzheimer, par exemple. Donc lui, c'est ça dont il traite, qui est exclu en fait, du processus lui-même. Et ce qui est intéressant du coup, c'est de se dire que la question démocratique sur Internet est rigolote dans la mesure où il y a déjà des gens qui ne peuvent même pas participer à cette démocratie, qui sont exclus avant même de rentrer dans cette fameuse démocratie, mais pire encore, c'est quand les institutions dites démocratiques se servent d'Internet pour accéder à ces personnes, et donc ils sont exclus de la démocratie online, de la démocratie offline aussi. Donc c'est ça, juste ça, cette remarque. Oui, tout à fait. Il faut que je réagisse à cette question. Donc c'est effectivement ça qu'on essaye de montrer. Déjà, ces questions démocratiques sur Internet, il y a ce débat, est-ce que ça augmente la démocratie ou est-ce que ça ou pas, ou est-ce que finalement ça reproduit les schémas classiques de ceux qui s'expriment en ligne au niveau démocratique, c'est aussi ceux qui s'exprimaient avant, qui étaient engagés par exemple politiquement au niveau citoyen. Donc ça, il y a ce grand débat entre ces deux questions. En fait, la question est beaucoup plus compliquée parce qu'il y a des nouvelles formes de démocratie qui émergent en ligne. On ne peut pas dire que ça amplifie complètement la démocratie ou que ça ne fait rien. Donc il y a des nouvelles formes de démocratie qui apparaissent. Maintenant, par rapport, c'est exactement ces questions-là qu'on traite, sur l'accès aux droits. Donc avant, on pouvait dire que toute une série de personnes n'avaient pas accès à Internet et donc ou n'utilisaient pas Internet, ou encore maintenant pour s'exprimer politiquement ou citoyennement en ligne. Mais maintenant,
maintenant que l'outil Internet devient obligatoire et qu'on supprime les alternatives, on n'a même plus accès aux droits qui étaient hors ligne. Donc ça, c'est vraiment un tournant qu'il y a eu ces dernières années. On est vraiment dans une logique de politique de digital par défaut, où on supprime les alternatives, l'accès de certains services sociaux. Ce n'est plus accessible qu'en ligne. Et donc ça pose vraiment des vraies questions d'accès aux droits hors ligne, quoi. Et il y a un virage qui se fait beaucoup plus fort encore en France, qui a une étape de plus dans sa dématérialisation. Il y a toute des séries de démarches d'ordre, des démarches sociales, qui, par exemple, l'accès aux allocations familiales, l'accès aux bourses d'études, qui ne sont plus accessibles qu'en ligne. Et donc là se pose la question, c'est qui évidemment ces familles qui font appel à ces services-là? Ce sont avant tout les familles défavorisées, et donc elles n'ont plus tout simplement accès à ces droits. Et ça, c'est dramatique. Et il y a un impensé autour de ça, parce qu'on travaille aussi, nous, du côté des concepteurs. Donc il y a une dimension de la recherche qui n'a été pas fort évoquée, mais comment les personnes qui créent et qui fournissent ces services d'intérêt général, est-ce qu'ils pensent à tous ces publics-là? Et il y a un impensé total par rapport à ça. Il y a l'impression, le citoyen est mobile et connecté, et ça c'est le citoyen de base. Et tout le monde, et alors les autres, c'est les quelques petits relégués, et de toute façon on ne pourra jamais rien faire pour eux. Et il y a vraiment, cette exclusion vient d'un impensé au niveau des acteurs du monde du numérique. Et voilà, c'est aussi ça qu'on explore. Juste pour info, pour ceux qui nous ont rejoints cet après-midi, c'est une question qu'on a beaucoup traitée ce matin. Pour ceux qui ont un tout petit peu de mémoire, avant le déjeuner, on a beaucoup parlé des questions numériques, la question des archives, la question du traitement des données sur Internet. Voilà, c'est juste pour dire qu'en plus, il y a beaucoup de cohérence là dans les discussions. Est-ce qu'il y en a qui pourraient ajouter quelque chose? Je t'en prie, viens. Même pour Perrine, ici. Donc, une partie de ma recherche, elle se concentre sur les tribunaux pour enfants, qui sont dans l'histoire d'organes assez puissants de régulation sociale et notamment d'intervention dans les familles. Et si aujourd'hui la maîtrise ou non de l'outil numérique est discriminant, quand on va voir dans les sources du 19e ou du début du 20e siècle, c'était la maîtrise de l'écrit. Tout à fait. Et dans les lettres, quand j'épluche un dossier du tribunal, à partir de 1912, quand ils ont été mis en place, on retrouve pas mal de lettres adressées aux tribunaux, signées par les familles, mais en réalité absolument pas écrites par elles, mais par ce qu'on appelait les écrivains publics, qui faisaient leur porte-voix et plaidaient leur cause. Et donc je me demandais si aujourd'hui émergeaient des sortes de numériciens publics, enfin je ne sais pas comment on pourrait les appeler. Exactement. Oui, et si ça pouvait être un objet de recherche aussi auquel vous aviez pensé ou bien... Objet de recherche, donc effectivement, il y a évidemment tout ce rapport à l'écrit. Donc pour répondre à ta question, effectivement, il y a au niveau associatif, les associations sont très actives sur la question de l'inclusion numérique, et depuis quelques années, il y a d'ailleurs une association bruxelloise, ARC, qui développe donc le principe d'informaticien public. Donc c'est des personnes qui vont dans les services de première ligne aider les personnes qui doivent faire maintenant leur démarche en ligne. Donc il y a vraiment ça existe. Mais c'est relativement neuf. La différence qu'il y a avec l'inégalité face à l'écrit au XIXe siècle, mais je me trompe peut-être, c'est que la médiation humaine, sauf si on met en place, comme le fait ARC, des médiations humaines, des informaticiens publics, avec le numérique, ce n'est pas que le fait que ce soit numérisé qui pose problème, c'est qu'on enlève toutes des intermédiaires humains. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est connu, il y a tout un travail qui était fait avant par des administrations, des personnes qui c'était leur boulot d'encoder des données au niveau administratif, c'est fait par l'usager. Donc, il y a tous des intermédiaires humains qui tombent.
Et donc c'est ça qui pose problème. Les familles au 19e siècle, elles faisaient appel à une personne qui les représentait, qui était leur porte-voix. Et là, avec la numérisation, on supprime aussi ces porte-voix humains. Et donc il y a une action des associations qui va dans l'autre sens, qui rappelle à quel point, pour ces personnes fragilisées avec l'écrit, eh bien c'est important de remettre justement ces médiations humaines, parce que le numérique, c'est aussi un rapport à l'écrit. Si vous pensez, le numérique, ceux qui sont en problème avec l'écrit, ils ont un gros problème avec les outils numériques pour faire des démarches plus complexes que d'être sur Facebook ou des choses comme ça. Donc, et je dis toujours, l'exclusion numérique est loin d'être une nouvelle exclusion, c'est vraiment le reflet d'inégalités sociales existantes, évidemment. Mais là, toute la politique, enfin toutes les stratégies numériques vont dans ce sens-là, en partant du principe que l'usager sait faire et fait par lui-même. Voilà. Mais ça peut être un sujet de recherche. En tout cas, c'est une piste d'action qu'on soutient dans nos recommandations. Magnifique. Est-ce qu'il y en a qui veulent rajouter autre chose? Bien, moi je voudrais tous vous remercier. Il est 4h30. Je vois qu'il y en a qui sont un petit peu fatigués, c'est normal, on a une vraie prudence. D'abord, je voudrais vous remercier à tous les trois pour votre présentation. Alors, je sais qu'il y en a qui vont nous quitter voilà, discrètement dans les minutes qui viennent. N'oubliez pas de faire signe à Stéphanie, parce qu'elle a une petite surprise pour vous, même très modeste, mais je voudrais simplement que vous ne l'oubliez pas, parce que nous ne vous avons pas oublié. Alors, ce que je vous propose peut-être, petite exception, on va faire une grosse pause d'ici 1 heure, on aura une pause d'une demi-heure, et puis ensuite un moment festif. Mais si vous en avez le courage, sauf s'il y en a qui vraiment doivent reprendre le énième café de la journée, ce que je comprendrais très bien, ou le verre d'eau, c'est que, si ça vous va, on fasse un petit débriefing collectif pour aborder un peu ce qui s'est passé aujourd'hui. Est-ce que vous voulez qu'on fasse une toute petite pause avant de s'engager dans un débriefing, ou vous voulez qu'on y aille directement? Oui, on y va? Qu'en pense le caméraman? Est-ce que tu peux nous suivre? Caméraman. On disait qu'en pense le caméraman? Cécile. Ah ouais.